Donc l'année passée, j'avais présenté mes résultats concernant la gestion du kératocone, je précise, stabilisé. Et donc j'avais montré une technique séduisante et les résultats qui étaient très concluants, c'était l'utilisation des anneaux intracornéens et les ICL soit sphériques, soit doriques. Cette année, on va parler d'une autre technique, mais toujours sur le kératocone stabilisé, qui va combiner au fait les anneaux intracornéens, le cross-linking et la PRK topo-guidée. Il y a un consensus international sur le cross-linking, qu'on voit que dans 85%, on arrive à stabiliser et à régulariser la forme de la cornée, mais le patient est demandeur de vision. Et dans ce cas-là, il vous pose la question carrément, je ne vois pas l'utilité du cross-linking que vous m'avez pratiqué parce que je ne vois toujours rien. Donc, dans cette gestion de kératocone assez complexe et assez, on voit les solutions qui ont été proposées. Le diagnostic du kératocone, une fois fait par la topographie d'élévation et la topographie Placido et la topographie d'élévation, et l'utilisation de l'OCT pour déterminer, parce que nous avons un objectif à réaliser pour la position des anneaux, il faut les mettre juste à 100 microns dans l'endothélium, c'est-à-dire assez en profondeur pour qu'ils puissent activer et agir et obtenir cette régularisation de la cornée. Dans ce procédé, on utilise le femtoseconde qui nous permet de tailler comme un maître tailleur cousu humain pour les gens raffinés qui font leur costume cousu humain. Donc le femtoseconde nous permet de réaliser le tunnel qu'on veut avec le diamètre et pour déterminer aussi l'anneau qu'on va utiliser, si c'est un anneau de taille 6 ou de taille 5, selon la topographie et la position du cône du kératocone. Donc le Placido, j'en passe. La topographie d'élévation, j'en passe parce que ça fait partie de la discussion qui permet de définir le type d'ectasie et le choix d'anneau correspondant. Ici, seulement, j'insiste pour ce slide qui montre la position du cône. Pour bien positionner l'anneau que vous voyez inférieur, il faut le positionner par rapport à l'axe le plus convexe par rapport au cône. Donc la topographie, j'ai précisé par les zones optiques et l'amincissement qui est central et la cornée est plus épaisse en périphérie et qui va nous permettre de bien positionner l'anneau par rapport à l'endothélium. Parce que plus l'anneau est en profondeur, plus il va agir. Ici, vous avez une image de chou-flou pentacam qui montre la position des anneaux. Ce sont deux anneaux symétriques. Et comme je le disais, la topographie va nous aider à choisir l'anneau le plus adapté parce que les anneaux sont différents. Il existe plusieurs formes de taille et de diamètre et d'épaisseur. Donc l'anneau sera adapté après les examens. Je précise que seulement que pendant ces examens, il faut ne mettre aucun collier pendant la réalisation de ces examens parce que le film lacrymal a une incidence réfractive, un pouvoir réfractif et son épaisseur est à peu près de 30 à 50 microns et ça a une incidence de 2 à 3 jusqu'à 4 dioptries sur les résultats des examens. La réalisation de l'intervention est facile. Ça prend juste 5 à 7 secondes selon la profondeur du tunnel. Le tunnel est créé aisément par le femtoseconde et l'insertion des anneaux n'est pas difficile. La vidéo ne veut pas démarrer, elle arrive. Donc ça, c'est très rapide, il suffit de mettre le cône, la succion d'aplanir la cornée, contrairement au femtocataracte, et le cercle est réalisé, et la taille d'incision est réalisée, et on passe à l'insertion des anneaux dans ce tunnel déjà prédéterminé.
Je vais vous montrer les résultats que j'ai. Je n'ai pas encore fait les statistiques parce que je n'ai pas encore étudié tous les dossiers, mais j'ai pris trois paramètres pour montrer l'évolution et les résultats immédiats de cette technique. Donc l'amélioration de l'équivalence sphérique est immédiate à un mois. Nous voyons tout de suite que le patient reprend une acuité visuelle assez conséquente, mais j'attire votre attention qu'on ne peut pas adapter cette technique uniquement à avoir fait un essai de lentille au préalable, opératoire, parce qu'il faut éliminer l'amblyopie. Donc il faudrait que le patient ait un capital visuel assez important pour réaliser cette technique. L'évolution de la kératométrie, vous la voyez que de 54, elle passe directement à 44 voire 42. Donc c'est un signe important. L'indication aussi ici dans les kératométries que les anneaux ne sont pas efficaces au-delà de 60 dioptries. J'imagine comment vous pouvez arriver à corriger des cornées de 100 dioptries. L'évolution de l'acuité visuelle en préopératoire, le patient récupère assez rapidement sa vision. Donc de 1 dixième, on voit qu'il passe entre 4 et 5 dixièmes. Je vous communiquerai peut-être le chiffre exact des patients avec la récupération visuelle en corrélation. Ici, je vous montre juste ce slide. Vous avez au milieu la topographie préopératoire et la topographie post-opératoire et la topographie sagittale montrant la différence entre pré- et post-opératoire. Ici, j'ai utilisé deux anneaux symétriques parce que l'astigmatisme était assez important et la cornée était un peu très plate en supérieur, le col était déplacé vers le haut. Donc en bas j'ai utilisé un anneau de 160 de curvature à 250 d'épaisseur et en haut j'ai utilisé un petit anneau de 90 pour compenser l'astigmatisme. Je vous montre deux images pour une de la caméra de champion. Voir qu'on est arrivé grâce à la combinaison du cross-linking péropératoire pour répondre au docteur Macordé, qu'on utilise le cross-linking en même temps, juste après la pose des anneaux, on fait une petite utilisation rapide et on réalise notre cross-linking en même temps que la pose des anneaux. Je vous montre la caméra champ flou qui montre quand même qu'on est arrivé à reprendre la forme de la cornée. On a récupéré, le cône a complètement disparu et la position de l'anneau, et vous voyez qu'on est à peu près à 108 microns de longitude. Pour être plus parfait et encore corrigé, parce que c'est atteindre un objectif réfractif plus peaufiné, on peut utiliser aussi la PRK topoguidée, et dans ce cas, chez ce malade, il lui restait un astigmatisme résiduel de moins de 2 dioptries. On a pu faire réaliser donc une PRK topoguidée chez ce patient, et je vous remercie.